Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Éléments de langage, un podcast animé et maintenu par Driss Rally. Alors l'Amérique latine, entre les manifestations des étudiants en Colombie, les émeutes causées par la hausse du prix du métro en Chili, alors où en est l'Amérique latine? Sommes-nous au bord de la catastrophe ou est-ce que nous nous faisons enfumer encore une fois? Je pense que on est en train de se faire enfumer encore une fois, mais qu'il y a des causes réelles à la contestation. Je vais essayer de les partager avec vous. Nous nous faisons fumer, bien évidemment, puisque depuis le début de l'année, toutes les nouvelles venant de l'Amérique latine sont négatives et toutes sont à charge contre la droite. Vous avez vu tout a commencé au fait en janvier dernier avec des premiers problèmes au sud de la Colombie avec des blocages des axes routiers par des communautés indigènes, soi-disant contre la hausse des denrées de base, soi-disant contre la violence policière. Ces blocages ont tout de suite pris un tour insurrectionnel avec des kidnappings de policiers, des violences commises à droite à gauche et une volonté d'asphyxier l'économie. Ça n'a pas marché, ça a duré quand même 1 ou 2 mois. Ensuite, on a eu les problèmes au Brésil avec toute la propagande contre le gouvernement Bolsonaro, qui a beaucoup de choses à se reprocher, mais certainement pas ce qu'on lui reproche en France et en Europe de l'Ouest. Les histoires autour de l'assassinat de la conseillère municipale de Rio, Marielle, où tous les 2-3 mois, nous avions droit à une révélation sur soi-disant l'implication de l'entourage de Bolsonaro dans ce meurtre-là. Évidemment, ça n'a rien donné puisque ça n'existe pas, il n'y a pas de dossier. Et jusqu'à présent, je n'ai pas compris quel est l'intérêt politique de tuer une conseillère municipale tout à fait banale de la ville de Rio. J'ai pas compris, moi, l'intérêt politique qu'il y a derrière. Peut-être que la justice nous l'expliquera, en tout cas, elle n'y parvient pas. Et bien entendu, l'homicide est tout à fait, il faut le condamner et personne ne veut de la violence politique, mais il ne faut pas que la vérité soit assassinée en même temps quand même. Voilà, on peut pas commettre un double homicide, celui de la pauvre victime qui a été assassinée et assassiner aussi la vérité juste pour faire plaisir à une idéologie. Ensuite, toujours au Brésil, on a eu le droit au lamentable épisode des incendies en Amazonie, avec M. Macron qui demande à l'internationalisation, rien que ça, de l'Amazonie brésilienne, et toute la série de mensonges qui a été racontée dans la presse. Bien entendu qu'il y a eu des incendies, bien entendu qu'il y a eu du déboisement, mais ces incendies-là ont eu lieu au même moment au Mexique, personne n'en a parlé, en Colombie, du côté de l'Amazonie colombienne, en Bolivie, au Pérou, mais il n'y a que, et même en Californie un peu plus tard, mais ça ce n'est pas le même écosystème, pas le même biotope, et pourtant il y en a eu que pour l'Amazonie brésilienne. Mais bon, vous savez ce que je pense sur le sujet, et un podcast a été réalisé à ce propos. Et là, depuis le mois de juillet-août, puisqu'on n'a pas réussi à dézinguer le gouvernement brésilien, à déstabiliser le Brésil à cause du problème amazonien, qui a des grandes conséquences, un impact très négatif sur la performance agricole du pays, sur le PIB, sur les exportations agricoles, parce qu'on n'a pas réussi à faire plonger le Brésil, et puis on est parti sur d'autres soucis, notamment d'autres insurrections, hein, en Équateur, avec les indigènes qui se sont euh, rebellés contre le président pour une histoire d'augmentation du prix de l'essence, si ma mémoire est bonne. Ensuite, le Chili, et là, aujourd'hui, la Colombie. Eh bien, bon, pour pas vous ennuyer, je vais pas faire une balayer pays par pays, mais juste vous donner un peu deux clés pour comprendre les dynamiques contemporaines en Amérique du Sud. Eh bien, il y a deux forces, si vous voulez, qui sont au port du pouvoir. L'une ne sait pas trop ce qu'elle veut faire de ce pouvoir, et l'autre sait très bien ce qu'elle veut en faire. Alors, il y a la force narco, qui est au port du pouvoir, ou qui a même emprunté, enfin qui dispose même des attributs du pouvoir dans certains pays, notamment au Mexique. Et puis il y a la force de gauche, gauche d'extrême gauche, on va dire. Enfin, parce que la gauche latine est très différente de la gauche française. Je vais essayer de revenir sur le sujet un peu plus tard. Donc, la force narco, elle est très puissante. Elle a des armées privées. Elle a beaucoup d'argent, bien sûr. Et
elle veut le pouvoir, mais pas l'assumer. Elle va pas mettre un drapeau, elle va pas planter un drapeau, elle n'a pas d'hymne national, elle n'a pas de parti politique la représentant, elle n'a pas d'idéologie ni de petit livre rouge, elle ne veut pas du pouvoir pour le pouvoir politique, elle ne veut pas l'assumer parce qu'elle ne veut pas régler les problèmes des gens. Elle ne veut pas être tenue responsable du chômage, de l'eau courante, d'éducation ou des exportations. Elle, ce qui l'intéresse, c'est de transformer le pouvoir l'État, pardon. Elle veut transformer l'État, l'administration, en un agent. Elle veut qu'il devienne son vassal. Le rêve, le projet des cartels, c'est que l'État devienne leur vassal, devienne leur agent, un partenaire de plus, mais un partenaire soumis, hein. Il n'est pas au même niveau, hein. Partenaire qui est payé, qui est rémunéré pour laisser faire ou même pour aider, notamment dans la gestion des ports et des aéroports et des corridors logistiques. Mais elle ne veut pas discuter avec le pouvoir comme un allié ou d'égal à égal. Elle veut l'humilier, le soumettre et elle lui promettre, comment dirais-je, et le tenir par la persuasion ou la terreur. La persuasion, c'est la corruption des magistrats, des journalistes, des syndicalistes. C'est déjà largement avancé. Et la terreur, ben, c'est kidnapper les magistrats, leur couper la tête sur Facebook Live ou autre. Ça, tout ça, on l'a bien vu dans les séries, et les séries, les films, et c'est tout à fait proche de la réalité. Aujourd'hui, le Mexique vit une espèce de cogestion entre les cartels et le pouvoir politique, hein. Dans plusieurs régions, la police, elle sert juste à des fonctions décoratives, puisque le contrôle des axes autoroutiers, le contrôle des chemins de fer, le contrôle des aéroports, des ports, est aux mains des cartels. Ces cartels sont plus ou moins raffinés, plus ou moins primaires, hein. En général, ils ne se montrent pas, donc on a l'impression, quand on est un visiteur externe, que tout va bien, qu'on est dans un pays latino plutôt sympa, plutôt pacifié. Mais parfois, ils se montrent comme ils l'ont fait avec la pauvre famille là, de Mormons qui a été massacrée à Sinaloa. Parfois, donc, ils se montrent avec des énormes convois de 4x4 et là, ils n'hésitent pas à tirer sur tout ce qui bouge. Et c'est là où qu'on se rend compte qu'il y a un État dans l'État, où il y a plusieurs réalités et que la population, en fait, elle est otage et qu'elle a plus peur des cartels que de l'État. Même si l'État, les polices mexicaines laissent beaucoup à désirer, notamment au niveau de la corruption et de la brutalité, les gens n'ont pas peur de l'État et de la police. Ils ont peur des cartels. Parce qu'aujourd'hui au Mexique, vous avez tous les jours des gens qui sont scalpés, hein. Je dis bien scalpés, et on vous dépose le cadavre d'un côté et la peau du visage de l'autre. Donc quand vous en arrivez à ces choses-là, euh, vous commencez à vous dire que, voilà, que vous n'êtes plus dans un état de droit et que le pouvoir, il est passé ailleurs. Tout ça, bien sûr, on nous le cache en Occident et on nous dit il y a une lutte gauche-droite où il y a des problèmes sociaux au Mexique qui font que les gens n'ont pas le choix et ils font de la drogue parce qu'ils ne font pas, parce que l'oligarchie bloque l'économie et tout et tout et tout. Puis c'est toujours la faute des Américains qui consomment la drogue et tout. Ouais, c'est ce genre de discours qu'on nous tient là. Or la réalité, elle est là. Il y a un front narco qui au Mexique est déjà dans la cogestion dans certains territoires, là où ça l'intéresse, là où il y a des corridors logistiques qui mènent vers l'Europe et les États-Unis. Et dans d'autres pays, il existe différemment. Il est dans la politique, comme en Colombie. Au Brésil, évidemment, ça dépend des États, mais il est aussi dans la politique. Et il est dans la politique d'ailleurs malgré lui, non seulement pour soumettre l'État à l'administration, mais il est aussi malgré lui dans la politique, puisqu'il partage avec les politiciens les mêmes réseaux de blanchiment d'argent. L'argent dit n'a pas de couleur et évidemment, les circuits de blanchiment d'argent ne sont pas exclusifs aux cartels ou aux politiciens. Et le plus grand problème des cartels aujourd'hui, ce n'est pas la répression policière, contrairement à ce qu'on croit, ou à ce que nous font croire les séries américaines ou les séries qu'on voit sur les plateformes internet. Le problème des narcos, c'est le blanchiment d'argent. Puisque leur argent, il est dans les rues de Paris, ou les rues de Londres ou de New York, puisqu'il est en euros et en dollars, hein. Il est chez leur circuit de distribution. Et ramener cet argent-là en Amérique du Sud et le blanchir est une opération où il y a beaucoup de pertes en ligne. Et ils ont besoin d'experts en blanchiment d'argent qui sont les mêmes que, les mêmes que ceux qui sont utilisés par les politiciens
qui utilisent l'argent pour les manipulations électorales, la corruption, les bakchiches et les rétrocommissions. Voilà, donc il y a une intimité entre la politique et le narco, mais la ligne de, disons, l'enseignement à tirer, c'est que les narcos sont proches du pouvoir, ils détiennent parfois le pouvoir, mais ils ne veulent pas l'assumer frontalement. Et c'est pour ça que j'ai commencé le podcast en disant, ce pouvoir-là, il y a un pouvoir qui ne sait pas, il y a un pouvoir, il y a un front, il y a une force qui ne sait pas quoi faire du pouvoir le jour où elle l'aura, puisque le rêve des narcos, c'est d'avoir deux autorités parallèles, la leur et celle de l'État, pour s'occuper du transport scolaire, des ordures, des affaires étrangères et du reste. Mais l'État s'effondre parfois. Et les narcos se retrouvent en première ligne. Et là, c'est pas bon. Voilà, donc le pouvoir narco. De l'autre, nous avons un front de gauche. Alors, ce n'est pas la gauche française, c'est pas les socialistes ou la France insoumise ou autre. C'est une gauche qui est alignée sur Cuba. Avant, le communisme français était aligné sur Moscou. La gauche latina, elle est alignée sur Cuba. Directement, indirectement, manière ouverte ou manière plus ou moins cachée. C'est-à-dire qu'elle est alignée, elle reconnaît la prééminence d'un modèle qui est un modèle dictatorial. Parce que Cuba est une dictature avec des barbelés partout. Et les pauvres Cubains, ils ne peuvent pas voyager là où ils veulent. Et bien entendu, ils ne mangent pas à leur faim. Bon, tout ça, nous le connaissons. Et, cette gauche n'a fait aucune autocritique de son soutien à Cuba. Elle continue à soutenir Cuba. Cuba qui leur donne un soutien logistique à travers le Foro de Sao Paulo, qui est une organisation qui est très peu connue en France, mais c'est une espèce d'international socialiste juste pour l'Amérique latine. Elle a été créée dans les années 90 par le génial Fidel Castro, qui a compris que il allait mourir de faim après la chute de l'Union soviétique. Et donc il a commencé à faire du coaching, un vrai coaching des partis de gauche pour les amener au pouvoir. Par des méthodes de propagande dans les médias, des méthodes plus ou moins violentes, et aussi des transferts d'argent. Quand un parti de gauche est au pouvoir, eh bien, il met de l'argent dans une caisse commune qui va servir à financer les campagnes des partis de gauche des pays voisins qui sont dans l'opposition. C'est ainsi que quand Lula et Dilma étaient au pouvoir au Brésil, ils ont beaucoup aidé les pays dits bolivariens, donc de gauche alignés sur Cuba, pour non seulement aider ces pays-là où la gauche était au pouvoir, mais à travers des prêts à taux zéro, enfin des prêts assez hallucinants, enfin des prêts qui ne seront jamais remboursés pour faire des ports, des aéroports et autres, mais aussi ils ont aidé les partis de gauche qui étaient dans l'opposition pour qu'ils arrivent au pouvoir. Donc c'est une espèce d'international socialiste, ça on l'a connu nous en Europe occidentale durant la guerre froide, sauf qu'ici ça s'appelle le Foro de Sao Paulo et elle est tout à fait actuelle. Donc cette gauche-là, elle n'a pas fait non plus l'autocritique par rapport à la monstruosité du bloc de l'Est, hein, du communisme, du maoïsme et autres, et elle n'a pas non plus n'a pas pris ses distances, elle n'a pas condamné les FARC et toutes les guérillas latino-américaines encore d'actualité qui violent, enlèvent les femmes, pratiquent l'avortement systématique, la torture et autres, et le kidnapping évidemment. Donc c'est le type de gauche que nous avons ici dans la région. Évidemment, il y a une autre gauche, il y a une gauche social-démocrate, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais force est de constater que la gauche qui est la plus dynamique et qui est aux portes du pouvoir, c'est cette gauche du Foro de Sao Paulo. Donc vous avez ces deux dynamiques qui briguent le pouvoir. L'une, la force narco, elle veut le pouvoir, mais elle ne veut pas assumer le costume du président. Et l'autre, elle veut le pouvoir pour le pouvoir complet, et elle veut assumer le costume du président. Ce ne sont pas des forces concurrentes, ce sont souvent des forces alliées ou du moins qui cohabitent dans le même espace. Et dans le cas de la Colombie, ces forces-là sont même alliées. Là aujourd'hui en Colombie, il y a des manifestations à cause de problèmes dans les universités, de réformes universitaires, à cause de réformes du salaire minimum, des réformes dans le système de retraite. Et derrière, vous trouvez des partis alliés aux FARC, ou même les FARC en tant que tels, parce que les FARC sont devenus un parti qui a pignon sur rue depuis les accords de paix de la Havane de 2016.
Comme par hasard, les accords de paix sont signés à La Havane en 2016 hein, entre les FARC et le gouvernement colombien. Et donc, vous trouvez derrière ces agitations qui sont extrêmement dynamiques, violentes, agressives et coordonnées, vous trouvez la main des partis de gauche. Encore une fois, c'est pas la gauche à la française, hein, c'est pas une gauche bienveillante, bobo ou autre. Non, non, c'est cette gauche-là qui n'a fait aucun aggiornamento, aucune autocritique. Et nous savons tous que alors pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, les manifestations sont extrêmement coordonnées. Elles ont commencé par le blocage des terminaux de bus métropolitains, de métro, et par le blocage des villes. Les villes ont été isolées. Ça, c'est pas des manifestations étudiantes normales, quoi. Alors, je veux bien que les étudiants soient très motivés, qu'ils se réveillent à 5 heures du matin pour battre le pavé, mais bloquer les entrées des villes, ça, c'est de l'action subversive. C'est un stade de plus, c'est une évolution, c'est un stade évolutif de plus qui n'est pas forcément l'apanage ou du ressort de tous les mouvements étudiants. Euh, donc, ces forces-là qui sont derrière sont des forces qui essayent d'encercler le gouvernement colombien, qui est un gouvernement de centre droit, qui est très faible d'un point de vue doctrinal, puisqu'il ne sait pas quoi faire. Et il a été élu pour remettre en cause l'accord de paix, qui était extrêmement laxiste par rapport aux FARC. Il a été élu sur la promesse de le corriger. Eh bien, il n'a rien fait. Et il s'est retrouvé à faire du Macron, c'est-à-dire du en même temps. Donc, il est à la fois un gouvernement de droite, conservateur, qui va remettre de l'ordre dans le pays, parce que les FARC, ils se sont même pas démobilisés complètement, ils se foutent de la gueule des forces de l'ordre, ils ont gardé leur armement dans plusieurs endroits. Donc à la fois il fait soi-disant du répressif, et d'autre côté il est dans une espèce de start-up nation en train de dire il faut développer l'économie de la connaissance, des start-up et oublier le passé. Alors que la Colombie ne peut pas faire l'économie d'une part d'une justice, puisque 50 ans de massacres et de viols d'expulsion des paysans, eh bien, ça demande quand même une justice. Un pays a besoin d'une justice avant de faire de l'économie, avant de faire des startups. Il faut se sentir digne et avoir son honneur qui a été rétabli. Et ensuite, la Colombie a besoin le peuple demande la sécurité. Or, depuis l'accord de paix, nous avons une dégradation de la sécurité dans plusieurs endroits, puisque l'armée s'est retirée et les FARC auraient dû se démobiliser et ne l'ont pas fait partout. Et nous avons aujourd'hui des gangs qui s'appellent les FARC dissidents, qui font du trafic de drogue partout et qui continuent à séquestrer, violer, tout ce que vous voulez. Et donc le peuple il demande deux choses. Il demande la justice, que les gens qui ont commis des massacres parmi les FARC et d'autres guérillas, surtout les FARC parce que c'est elles qui ont signé l'accord, ben, que ces gens-là soient jugés, et puis ils demandent à ce que de pouvoir circuler librement d'un point A à un point B. Le gouvernement qui fait du en même temps et qui ne sait pas sur quel pied danser, ben, il a réussi à rien faire. À peu près je crois qu'ils sont là depuis 1 an et demi. Il a réussi à rien faire, alors que moi-même j'avais beaucoup d'espoir dans ce gouvernement-là pour remettre de l'ordre dans le pays. Donc ce gouvernement-là qui est faible, qui a perdu l'appui de sa base qui est de droite et centre-droit, il est attaqué aujourd'hui par des manifestations qui n'ont rien de bon enfant. Et qu'est-ce qu'on attend de lui? On attend de lui qu'il baisse le pantalon encore plus pour pour ouvrir une étape de plus dans le désarmement moral et juridique de l'État colombien, puisque ce que veulent les FARC aujourd'hui, c'est plus de souplesse dans l'accord de paix. Elles veulent éviter de passer devant la justice commune, la justice normale. Elles veulent passer par les tribunaux d'exception qui ont été prévus comment dirais-je, dans les accords de paix, pour leur permettre d'avoir des peines extrêmement légères et ne pas aller en prison pour les centaines, les milliers d'exactions qu'ils ont commises. Et donc, c'est comme ça qu'il faut lire, à mon avis, ce qui se passe aujourd'hui en Colombie. C'est comme un anaconda qui étouffe sa proie. Il s'y prend de tous les côtés, de tous les angles, et l'idée, c'est de couper l'oxygène de ce gouvernement en le ridiculisant, puisque il n'arrive pas à rétablir l'ordre au cœur de la capitale. Donc ses appuis de droite sont en rogne contre lui, sont en colère contre lui, et puis en lui faisant croire qu'il faut négocier à nouveau pour avoir la paix.
Voilà, et comme le profil du président colombien est plutôt un profil manager HEC MBA, il peut tomber dans le panneau de croire qu'il suffit de négocier pour de rétablir de la paix pour que l'économie reprenne. Alors que le problème n'est pas un problème de négociation. Les FARC ne veulent pas négocier. Elles veulent le pouvoir. Elles n'ont pas signé l'accord de paix pour se rendre, elles ont signé l'accord de paix pour faire la guerre en ville. Depuis 50 ans, elles font la guerre dans la campagne, ça n'a pas marché. Parce que le peuple n'habite plus la forêt équatoriale, il habite en ville. Donc maintenant qu'ils sont couverts par l'accord de paix, qu'ils siègent au Parlement, ils veulent négocier en ville par les méthodes de la ville. Les manifestations d'étudiants, les grèves générales, les lobbies dans les médias, à l'université évidemment, la violence universitaire et autres. Et ce n'est pas en négociant avec eux maintenant que le président colombien va voir les conditions d'une reprise de l'économie et l'éclosion d'une Startup Nation, comme il l'appelle de ses voeux. Donc la situation, elle est critique, elle n'est pas non plus dramatique, puisque la Colombie dispose de contre-pouvoirs capables de lancer des contre-feux. Il y a d'une part l'armée qui, même si elle a été largement démoralisée par ce qui s'est passé depuis 3 ans, depuis l'accord de paix, puisque c'est un peu, je vais exagérer, mais c'est un peu comme la France en Algérie. La France avait gagné la guerre, mais elle a tout laissé pour le FLN. C'est un peu pareil. L'armée colombienne a gagné la guerre, mais elle s'est retirée des territoires qu'elle avait libérés en abandonnant la population aux mains des FARC. Donc cette armée, elle en veut à ce pouvoir politique, et puis la troupe, elle en veut un peu à une grande partie de l'état-major qui a joué le jeu des civils et qui les a déshonorés, puisqu'ils ont laissé tomber les gens qu'ils étaient venus libérer. Bon, cette armée-là, même si elle est fragilisée d'un point de vue du moral, le moral est au plus bas, et elle est quand même doctrinalement, elle est plutôt unie, et elle comprend qui est son ennemi principal, ce sont les FARC, et elle va pas se laisser faire. Et il y a une droite, comment dirais-je, colombienne qui a compris aussi ce qui se passe, qui est en train de lâcher le président Duque, le président élu. Et tout l'intérêt des prochains mois, c'est de savoir si cette droite va réussir à s'organiser pour lui offrir une alternative aux prochaines élections. Voilà, donc la situation n'est pas perdue en Colombie, mais vous voyez bien, dans ce cas colombien, la puissance de ce lobby de gauche, ce front de gauche, qui n'hésite pas à mobiliser tous les moyens de la subversion pour mettre en échec son opposition, enfin pour arriver au pouvoir. Et alors, les narcos dans tout ça, eh bien, les FARC font de la drogue encore, elles continuent à faire de la drogue. D'ailleurs, un de leurs leaders, Jesus Santrich, a été filmé en train de négocier un envoi massif de plusieurs tonnes de cocaïne aux États-Unis. Il a été filmé par les services secrets colombiens, ça a été diffusé partout. Et il n'a rien trouvé de mieux que de s'enfuir, il est au Venezuela. Et soi-disant, bien sûr, pas soi-disant, évidemment, il a repris la lutte armée, puisque maintenant il s'est redécouvert guerriero, alors que c'est un narco. Donc les FARC continuent à faire de la drogue, sauf qu'elles ont maintenant un pied dedans, un pied dehors. Elles ont un pied dans la guérilla et la drogue. Ce sont les FARC qu'on appelle les dissidents. Ce sont les FARC quand même, hein, ils se définissent comme FARC. Et je vous dis, Jesus Santrich, qui était, je crois, il devait être député, hein, il a tout abandonné, il a rejoint le maquis. Et vous avez une partie des FARC qui est à Pinon-sur-Rue et qui a 5 députés, 5 sénateurs au Parlement, au Sénat colombien, et qui, soi-disant, joue le jeu de l'accord de paix. Au fait, c'est juste un plan très bien fait, machiavélique, qui joue toutes les règles, toutes les cartes de la subversion. Et l'invincibilité des FARC, elle vient de l'argent de la drogue, puisque ça coule à flot, ça permet de faire beaucoup de choses, et elle vient aussi de la naïveté d'une certaine droite colombienne qui s'est laissée, entre guillemets, macroniser, c'est-à-dire qui s'est laissée aveugler. Elle croit que l'économie va tout résoudre, et que les FARC veulent la paix, veulent la réinsertion, alors que les FARC veulent le pouvoir. Pour eux, l'accord de paix de 2016 était juste une nouvelle étape pour prolonger la longue marche qu'ils font vers le pouvoir. Voilà, donc 2 fronts en Amérique latine. J'ai pris le cas colombien parce que c'est vraiment le plus emblématique, mais on pourrait faire une lecture similaire au Brésil avec l'avancée du gang du PCC sur la politique dans l'état de Sao Paulo et même dans la politique au niveau national. Ce gang se retrouve en Amazonie
il est en train de massacrer d'autres gangs d'Amazonie puisqu'il veut contrôler les corridors de transport de la drogue et du bois, comme par hasard. Donc on ne coupe pas le bois sans déboiser la forêt. Ça, même les progressistes l'ont compris. On ne coupe pas le bois sans brûler certains pans entiers de la forêt, puisque les bois précieux sont à des endroits ou autres, donc on est en train de brûler les sous-bois et sous l'impulsion du crime organisé. Donc ce PCC-là, qui est en train de créer des problèmes à Bolsonaro, qui est combattu par le gouvernement Bolsonaro, il est lui aussi dans une logique de cohabitation, voire de collaboration avec certains segments de la gauche brésilienne. Et on retrouve même si on prend le cas chilien, on trouve même des membres, des spécialistes, des consultants issus des FARC qui seraient, j'utilise le conditionnel, qui auraient été envoyés au Chili pour coacher les manifestants, qui quand même ont été extrêmement brutaux et violents, parce qu'il y a eu 15 morts dès le début, dès le premier jour les deux premiers jours des manifestations, qui officiellement étaient liées à la hausse du prix du ticket de métro. Enfin, mourir pour un ticket de métro, c'est quand même assez, assez déroutant. Et ça me rappelle le début des manifestations en Syrie en 2011, où tout de suite on a eu 5 policiers tués le premier jour pour des manifestations pacifiques ou avec des casseroles. C'est quand même assez déroutant. Voilà, j'espère avoir été clair et vous avoir aidé à déchiffrer un peu ce qui se passe en Amérique latine. Merci à tous et au revoir.